Dans la région, une nuit de tension hier, nouvelle violation du cessez-le-feu. Une roquette tirée depuis la bande de Gaza a frappé le nord du conseil régional de Sha'ar HaNegev en Israël. On ne déplore ni blessés ni dégâts. Et à hasard du calendrier, l'incident intervient au moment où le mouvement islamiste du Hamas fête ses 10 ans au pouvoir dans le territoire palestinien. Maxime Pérez revient sur son élection, puis son coup d'État. C'était le 25 janvier 2006, 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah, et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération Plomb durci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tsahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les deux factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'État d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération Pilier de défense déclenchée par Tsahal se résume à une campagne de bombardement ciblé contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité. Sur ce plateau avec moi pour parler des 10 ans du Hamas, Ali Waked, bonjour, spécialiste du monde arabe, et Jacques Neria, spécialiste des affaires militaires. Je commence avec vous, Ali. On retiendra quoi de 10 ans du Hamas ? On retiendra un bilan très dur pour les citoyens de la bande de Gaza, 10 ans de misère, 10 ans d'isolement et politique et géographique, mais on retient essentiellement que le Hamas a passé du stade du mouvement djihadiste révolutionnaire au stade d'un mouvement semi-étatique, un mouvement que la politique lui intéresse et que sa survie politique est devenue peut-être l'élément le plus important qui dicte la politique du Hamas. Jacques, le mouvement du Hamas, dans les années 2000, était connu pour sa campagne d'attentats suicides contre l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est devenu un partenaire dans les négociations de cessez-le-feu avec Israël. Est-ce qu'il a changé ? C'est un partenaire indirect. Hamas n'a pas changé idéologiquement, politiquement. Il n'y a pas de modération dans le Hamas vis-à-vis d'Israël. Il y a tout simplement une acceptation du fait accompli. Hamas, comme vient de le dire Ali, gère une population d'1,8 million Palestiniens sur un territoire de 360 km², ce qui fait 5 000 individus par kilomètre carré. C'est une des régions les plus denses au monde. Et il y a une difficulté de maintenir un régime. Le Hamas, sans la Cisjordanie, continuera à végéter. Il lui faut je dirais, l'accouplement avec la Cisjordanie pour pouvoir former une entité viable. Pour l'instant, ce n'est pas là. Mais le Hamas a tout de même changé de stratégie, puisqu'il y avait cette campagne d'attentats suicides. Aujourd'hui, l'intifada des couteaux lui échappe totalement. Est-ce que la puissance militaire et terroriste du Hamas est la même qu'à l'époque ?
Si on parle de la bande de Gaza, je pense que le Hamas s'est récupéré depuis la dernière guerre. Le Hamas est en train de manœuvrer entre... C'est presque une force militaire organisée. Ce n'est plus un petit groupe terroriste. Non, absolument. Avec, et Jacques est l'expert militaire entre nous, avec des officiers des régions, avec des brigades, etc. Chaque petit enfant à la bande de Gaza, il sait quelle région remonte de quel chef du Hamas, avec une hiérarchie militaire super claire, mais aussi avec une tension permanente entre l'échelon militaire et l'échelon politique sur l'identité du Hamas. Est-ce que le Hamas c'est un mouvement révolutionnaire djihadiste ou est-ce que c'est un mouvement politique? Je tiens à souligner, Julien, que récemment les Iraniens, suite à leur tension avec le président palestinien qui a déclaré que l'autorité palestinienne soutient la coalition de l'Arabie saoudite, l'Iran a essayé de courtiser à nouveau le Hamas en lui promettant de reconnaître le Hamas en tant que représentant exclusif et légitime du peuple palestinien si le Hamas accepte de condamner l'Arabie saoudite et d'accuser l'Arabie saoudite en tout ce qui se passe dans le monde arabe. L'échelon politique a été contre cette offre, l'échelon militaire qui a voulu les armes et l'argent du Hamas a été pour. Le Hamas donc à la croisée des chemins 10 ans après son arrivée au pouvoir. Le service de sécurité intérieure d'Israël, le Shin Bet, lui, met en cause la télévision palestinienne comme influence directe sur l'adolescent qui a poignardé à mort une Israélienne la semaine dernière. David Krzyzewski nous en dit plus. Les leaders palestiniens à nouveau sous le feu des critiques pour l'incitation à la haine antisémite propagée dans les médias et constatée par plusieurs organisations des droits de l'homme. Les hommes en charge de l'enquête sur le meurtre d'une Israélienne ont affirmé qu'un lien direct a été établi entre le passage à l'acte du terroriste et des contenus violents diffusés sur les ondes de la télévision palestinienne. La semaine dernière, une mère de famille juive de Cisjordanie avait été poignardée à mort face à ses enfants. La vaste chasse à l'homme avait ensuite permis de retrouver Abdullah Adaïs, adolescent de 15 ans. Les services de renseignement intérieur israéliens, connus pour leurs rapports parfois critiques du gouvernement, pointent cette fois du doigt les appels à la violence côté palestinien. Une fois encore, poursuit l'agence, des incitations sauvages à la violence contre l'État d'Israël et les Juifs ont influencé des attaques solitaires. Un peu plus tôt, les autorités israéliennes avaient diffusé une vidéo qui met en parallèle la propagande imagée des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et celle de certains médias palestiniens qui semblent s'en inspirer. Ces 5 derniers mois ont été marqués par des attaques au couteau ou à la voiture lancées sur des passants. Les terroristes sont souvent neutralisés sur place, mais des responsables palestiniens affirment régulièrement que les assaillants sont abattus de sang-froid et que les couteaux sont ajoutés sur la scène du crime après les attaques. Et contrairement à ce que montrent à chaque fois les images. Jacques, on avait beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux comme source d'influence sur les terroristes palestiniens. Là, on apprend finalement que c'est la bonne vieille télévision qui les influençait. Écoutez, dans ce cas particulier, peut-être que ce soit la télévision palestinienne, mais il ne faut pas sous-estimer les réseaux sociaux. C'est la principale source de recrutement des djihadistes, c'est la principale source d'incitation. L'idéologie circule dans ces réseaux sociaux. Chaque suicidaire se vante d'avoir une page Facebook, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce phénomène-là. Au contraire, il faut tout simplement y faire beaucoup plus attention maintenant. Merci beaucoup Jacques. Tout de suite l'information en bref, en images de cette journée.